Merci Aneta. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bonjour aussi aux personnes qui vont après regarder les enregistrements de ces workshops. Bon, merci encore une fois Aneta pour l'invitation et l'occasion de contribuer à ces workshops. Et je remercie également les organisateurs pour le soutien et la disponibilité de nous accompagner dans les étapes de préparation de cette rencontre. Bon, comme Aneta vient de me présenter, je suis psychologue et depuis 2002, mon parcours s'est développé dans le domaine de la santé publique et depuis 2010, je suis professeure à la faculté de médecine de Petrópolis à Rio de Janeiro, au Brésil. Et mes enseignements dans cette fac se font via l'articulation des domaines des sciences humaines et sociales et aussi ceux de la santé publique afin d'apporter aux étudiants des connaissances, des outils d'analyse, de recherche, d'évaluation pour intervenir auprès des usagers du système de santé. Je trouve d'abord, je pensais à faire une petite présentation pour que le contenu de ma conférence puisse être plus clair pour vous et aussi pour les futures personnes intéressées par les enregistrements, parce qu'il y a une petite peut-être différence entre le profil des conférenciers au cours de cette journée et le mien. Donc, j'explique d'abord avec cette petite présentation. Dans ma fac au Brésil, depuis 2021, je suis aussi responsable du développement des projets des humanités en médecine. Et je m'occupe pour cela tant de la formation de mes collègues aux approches narratives, à la communication systémique en santé et à la pratique réflexive, et aussi de la conception pédagogique des activités proposées aux étudiants qui s'inspirent de ces approches. Donc, c'est un projet transversal à la formation et qui démarre dès le premier semestre et va jusqu'à l'externat. Et bon, ma relation avec la France, elle commence en 2015, lorsque je suis arrivée pour faire mon postdoctorat en sciences de l'éducation, justement à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et à ce moment-là, je peux étudier le parcours biographique des malades chroniques atteints de deux maladies auto-immunes rares, le lupus et la sclérodermie, relevant de thérapies innovantes comme la thérapie cellulaire et les biothérapies, afin de produire des connaissances spécifiques à partir de ce qu'ils ont vécu et d'améliorer la prise en charge et leur accompagnement. C'était à ce moment-là que je commençais à travailler aussi dans l'interface avec les programmes d'éducation thérapeutique des patients par le biais des projets de formation et de recherche. Et ensuite, je menais un deuxième postdoctorat dont le but était de comprendre au travers leur expérience vécue, la formation et la construction de savoirs expérientiels des professionnels qui travaillent dans le domaine de la réanimation pédiatrique et des soins palliatifs à l'hôpital Necker. Et en parallèle à ces projets de recherche, j'ai eu aussi l'occasion de travailler en tant que professeur pour la formation aux sciences de l'éducation à l'Université Sorbonne Paris-Nord, à l'Institut catholique de Paris et à l'Université Paris-Est Créteil. Et maintenant, je fais partie de l'équipe du projet de recherche Capital, porté par le département universitaire d'enseignement et de recherche en médecine générale de l'Université Paris-Est Créteil, dont le but est de décrire et de comprendre le processus d'émergence des communautés professionnelles territoriales en santé dans la région francilienne. Il s'agit d'une stratégie d'amélioration des soins primaires en France. Et j'imagine que face à cette présentation, peut-être que vous vous demandez où se situe la thématique de l'immigration dans mon parcours professionnel. Et bon, la réponse à ces questionnements, c'est qu'elle n'est pas vraiment là. Et je suis désolée si ça peut être un peu décevant pour certains des participants à ces workshops ou pour les personnes intéressées à regarder dans le futur l'enregistrement de cette conférence. Mais j'en ai parlé à Aneta justement lorsqu'elle m'a contacté pour m'inviter à collaborer avec vous et en lui proposant une discussion concernant le parcours de vie, la texture des apprentissages expérientiels et la place des régimes narratifs afin de comprendre comment les gens se forment au travers des vécus. Elle m'a dit oui,
ta proposition de sujet nous convient. Donc, après cet accord, j'aimerais vous inviter à réfléchir avec moi d'abord sur la notion de parcours et de trajectoire. Et pour commencer, je vous invite à penser au processus de formation des individus aussi à ces processus. Et si l'on prend en compte les grandes étapes de ces développements au niveau biologique, social, éducationnel, etc., on peut visualiser l'image que ce développement peut être, à l'instar d'une voie de chemin de fer, comme des rails sur lesquels les individus vont avancer en attendant les différents arrêts en gare déjà prévus, comme l'école, le lycée, l'université, le marché du travail, le mariage, les enfants, la retraite, jusqu'au terminus. Et percevoir la vie comme ces chemins, de cette façon, c'est découper l'existence en tranches cloisonnées et imperméables. Donc, c'est concevoir l'existence en tant qu'une trajectoire. En fait, sans lien avec le déterminisme social, la trajectoire peut être définie selon les termes utilisés par Dubar comme étant l'ensemble des positions objectivement occupées et subjectivement vécues par un individu sur différentes scènes sociales au cours du temps. Or, dans ces cursus, qui d'un point de vue des normes de représentation collective peut sembler prévus, il existe des moments de changement, de réorientation, de transition, pendant lesquels les structures de l'existence se transforment selon les dynamiques d'adaptation. Nos expériences nous invitent à des découvertes, des hésitations, des doutes, des certitudes, tant des moments aussi d'accélération et de décélération. Ce sont des lignes expérientielles qui vont donner un contour, une forme, une tessiture, une expression à notre identité. On comprend alors que la vie n'est pas un cumul d'expériences cloisonnées, mais bien un enchevêtrement de moments de continuité, de discontinuité, de dialogue entre différentes dimensions de la vie, de liaison et de tension entre plusieurs temporalités de l'existence. C'est donc un parcours. Le parcours est, selon la professeure Delory Momberger, un lien de tension entre le déroulement de l'existence et la capacité de l'individu à agir sur sa vie et sur les déterminations qui pèsent sur elle. Et si l'on revient à l'expérience d'immigrés due à une guerre, un conflit, un désastre naturel ou d'autres forces qui s'imposent sur l'individu au détriment de son envie de vouloir vivre cet événement, on peut comprendre que la notion de parcours ouvre un champ de possibilités de réflexion liées à la compréhension à la fois du vécu des personnes qui traversent ces moments et des apprentissages qui se tissent au cours de ces traversées. Et c'est à ce niveau, on peut se demander c'est que l'expérience de migration, de devenir en réfugié durant un désastre, une catastrophe, une guerre, peut produire dans la construction d'un parcours de vie. Et bon, la réponse, pour moi, elle commence par la compréhension de la rupture. Une rupture biographique, des projets de vie suspendus, par la force des événements et par l'impossibilité, même momentanée, d'intégrer ce qui a été vécu et de le resignifier dans le cours de l'existence. La perte de repères dans l'espace, le besoin de trouver une autre voie pour la suite du parcours fait émerger un moment de virage, un turn point. Et ces points de rupture et de discontinuité dus à un événement significatif changent le cours d'une histoire de vie, amènent l'individu à se confronter à une nouvelle réalité dans laquelle il manque de références pour l'intégrer à son histoire de vie. Un nouveau moment de travail, de construction biographique s'impose alors et qui n'est pas exclusif de ceux que le vivent. Pour ceux qui n'ont pas été directement touchés par les événements disruptifs, le choc parfois d'événements de cette ampleur laisse des traces, créant un espace de parenthèse dans la continuité du parcours de vie, renvoyant des aspects nouveaux ou réactualisés de la vie en société. Et la quête de comprendre ces expériences vécues, leur apprentissage, nous amène à interroger les dispositifs institutionnels d'accompagnement de ces personnes
afin de co-construire avec eux des manières de le soutenir, de trouver des solutions qui soient enracinées dans la vie quotidienne et qui valorisent les apprentissages expérientiels. En interrogeant les dispositifs, j'interroge plus particulièrement leurs moyens. Par quelle voie est-il possible d'appréhender le parcours et ses apprentissages? Et pour répondre à cette question, je vais mettre en avant la place et le rôle des approches narratives, plus particulièrement de l'approche biographique. Une réflexion sur la place et l'importance du biographique au cœur de cette réflexion commence d'abord par la compréhension que nous, les individus, les personnes, n'ont pas une relation directe avec l'expérience vécue. On l'appréhende au travers des schémas, des figures, de langage, de syntaxe qui prennent des formes au travers des mots. La réalité et le vécu font partie des éléments qui composent une biographie et permettent de construire une écriture possible de la vie. Cette écriture prend forme à partir d'une configuration temporelle qui s'inscrit dans le récit de vie. Donc, raconter une histoire passe donc par un travail psycho-cognitif qui se situe dans l'espace-temps. C'est-à-dire, une histoire n'est jamais en matériel statique et immuable dans le temps. L'histoire racontée aujourd'hui, elle apprendra des formes différentes, c'est racontée demain. Et le récit est donc le moyen par lequel l'individu donne forme et sens à ce qu'il a vécu. Et les structures de ce récit sont transitoires selon le passage du temps, les changements culturels, sociaux, historiques vécus par les individus. C'est pour cela que l'histoire de vie est une matière vivante, transitoire, qui se recompose toujours. L'histoire racontée est alors un objet de langage qui se construit dans l'espace, le temps de l'énonciation, et est obligatoirement lié à la place occupée par les individus dans la société où ils se situent. Cependant, si la place que l'individu occupait dans la société qu'il connaissait n'est plus accessible, quelle place peut-il rencontrer dans la nouvelle réalité de sa vie d'immigrant ou de réfugié pour narrer son vécu et lui donner une forme? Cette question prend toute son importance lorsque l'on comprend que la construction d'une histoire de vie commence par un travail de réflexion sur les expériences vécues afin de faire la liaison entre le fait, les événements et les mots qui vont mieux exprimer ce que nous avons vécu. C'est-à-dire l'action de raconter notre vie est le déclencheur de la construction de l'histoire de ce que l'on a vécu. Il s'agit d'un travail qui permet de transformer l'expérience de vie en situation narrative. Selon justement le professeur Hervé Breton, la situation narrative est donc un produit de ces mouvements du narrateur de se pencher sur lui-même et de mobiliser sa capacité de dire, de son point de vue, avec ses mots, ce qu'il a vécu, les effets qu'il a éprouvés, les retentissements expérientiels et biographiques qui ont résulté. En outre, narrer son histoire exige du narrateur la mise en œuvre d'un travail de configuration temporelle pour ordonner les faits vécus qui participent à sa construction subjective et qui sont appréhendés au travers des schémas, des motifs, des figures de langage. Le récit participe donc en travail de configuration discursive que déclenche un exercice d'interprétation au cours de la vie des individus. Soit écrit ou oral, le récit possède des éléments qui permettent de comprendre comment l'individu, via les mots, est capable de se construire face aux événements vécus, comment il les organise, comment il se configure dans le discours et comment il se forme au travers des expériences vécues. L'histoire de vie devient donc un acte performatif qui fait émerger un individu en même temps narrateur et acteur de sa vie. Donc, le récit peut être compris comme une construction dialogique entre ce que Bernard Honoré appelle de perspective historisante et historialisante. Donc, la perspective historisante, elle évoque l'espace de la vie où les événements se succèdent et qui gagnent des formes au travers de la façon dont l'individu arrive à exprimer ce qu'il a vécu. La dimension historialisante concerne l'enchaînement des événements et les sens que chaque individu leur donne. C'est-à-dire, l'histoire de vie est pleine d'événements qui s'inscrivent dans l'espace, le temps, mais chaque individu, en tant que narrateur et acteur de sa propre histoire, travaille pour donner un sens,
à ces événements afin d'établir un dialogue avec le tout de son histoire. La notion de travail biographique désigne donc l'activité menée par l'individu afin de trouver une cohérence, un sens aux expériences vécues. Et dans le cadre de cette approche, le récit devient un matériel, un support et un territoire central de travail. Il est un lieu de croisement, une voie plurielle de l'individu et de la société traversée par le social, la culture, l'histoire, l'éducation. À travers le récit, nous pouvons trouver les formes par lesquelles l'individu se construit et les éléments qui expliquent la relation qu'il établit avec le monde qui l'entoure. Donc, la dimension biographique est à la fois un processus de construction de l'existence individuelle et un espace d'expression de les sphères sociales. Et si l'on met en dialogue l'approche biographique avec l'explicitation, on peut arriver à une notion encore plus globale de l'approche narrative. Une fois que l'on mobilise deux approches qui servent de moyen pour comprendre à la fois la construction du parcours de vie et les expériences vécues, les apprentissages qui sont associés à ces expériences vécues. Et aussi les modes d'agir, des procédés des individus face aux expériences vécues, en les découpant en morceaux pour regarder les différentes couches de l'action mise en place lors des situations vécues. Et si l'on comprend ces éléments, nous pouvons désormais nous interroger aux contributions des approches narratives dans le cadre de l'accompagnement. Et si on prend en considération que via cette approche, on peut comprendre le processus de construction de l'individu au sein de l'espace social, comme je viens de dire, appréhender les manières dont l'individu donne forme et sens à leur expérience et comment il procède pour développer des actions pour gérer leur vie au quotidien, les apports en termes d'accompagnement éducatif vont permettre de comprendre les personnes accompagnées en tant qu'êtres sociaux et singuliers qui vivent certaines expériences et épreuves et qui déclenchent un processus de biographisation et de biographicité. Le concept de biographisation désigne l'ensemble d'opérations par lesquelles les individus cherchent à donner une forme à ce qu'ils ont vécu, expérimenté et connu. L'approche biographique va donc chercher à comprendre l'inscription de l'expérience humaine selon des schémas narratifs et temporels qui font émerger des projets biographiques élaborés par les individus et qui organisent leurs comportements et leurs actions. Dans sa visée éducative, cette approche, lorsqu'il est mobilisé dans le cadre d'un accompagnement, amène l'individu à chercher en lui-même les ressources de ses actions et les principes de son comportement dans l'espace social. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Bon, cela veut dire que lorsque l'on raconte une histoire, le retour que l'on fait aux expériences vécues pour les transformer en situation narrative fait émerger une identité narrative via laquelle le narrateur pourra découvrir ou redécouvrir les ressources, les forces, les moyens qu'il a mobilisés au cours de son parcours afin d'affronter les contraintes imposées par les événements vécus. Cette mobilisation fait partie de la construction de son agir face aux contraintes, aux épreuves de l'immigration, par exemple. Donc, la construction du récit de vie et l'explicitation des acquis d'apprentissage sont donc des moyens d'expression par lesquels l'individu peut révisiter, réfléchir et trouver du sens à sa propre histoire, à son propre agir. Cette construction amène l'individu à explorer ses ressources, ses forces internes, son potentiel d'action dans le monde. Et à partir d'un travail avec les approches narratives, les individus peuvent faire ce mouvement de relier les expériences vécues à tout ce qu'ils ont pu apprendre de ces expériences. C'est qui nous permet de comprendre qu'au cours d'une vie, les expériences vécues déclenchent un mouvement de formation de soi. Et si l'individu se forme au travers des expériences vécues, et si au cœur de ces expériences se situent les formes de procéder et d'agir, il est important de considérer que le récit rend visible à la fois l'offre d'apprentissage dans la vie, c'est-à-dire l'ensemble d'expériences qui deviennent source d'apprentissage, et c'est que chacun apprend de l'expérience vécue et intègre dans son parcours. Donc, l'expérience transformée en apprentissage. La construction des savoirs et des connaissances expérientielles
d'un individu passe par ces processus d'élaboration et d'appropriation du vécu à partir des opérations mentales, verbales, comportementales, pour que ces expériences soient intégrées à l'ensemble de sa vie. Donc, les opérations de biographisation s'inscrivent dans un processus permanent et cumulatif d'structuration et d'interprétation de l'expérience. Les individus se constituent d'une réserve de connaissances qui se construit à partir des événements et des faits vécus. Cette réserve sert de ressource pour interpréter les expériences passées, présentes et anticiper les situations à vivre dans l'avenir. Ces savoirs issus de l'expérience aux ressources biographiques, cumulés, organisent l'agir des individus et la logique qui guide sa construction biographique. Cette capacité d'intégrer de nouvelles expériences à celles déjà vécues et au capital de savoir et de connaissances des individus s'appelle biographicité. Et ce travail d'intégration peut se faire parfois de façon plus fluide et d'autres plus difficiles selon les circonstances de la vie et la nature des événements. En ce sens, je pose encore une autre question afin d'approfondir la réflexion. Que signifie accueillir ces récits et les mobiliser dans le cadre d'un accompagnement d'immigrants ou de réfugiés, par exemple? Quelle forme de disponibilité institutionnelle le travail axé sur l'approche narrative demande des professionnels? La forme peut être différente dans chaque réalité institutionnelle, mais la matière primaire ne peut pas se faire sans l'écoute active, une attitude empathique, mais surtout par l'ouverture d'un espace-temps où l'histoire à raconter peut prendre forme afin de permettre l'expression de ce qui a été difficile à comprendre dans la construction du parcours d'immigration, appelant l'intégration douloureuse et coûteuse. C'est aussi savoir qu'accueillir et écouter, c'est occuper une place dans laquelle il faut être disponible pour un processus dont seulement l'individu qui a vécu l'expérience est capable de l'exprimer. Le fait de revisiter son histoire de vie, de la mettre en mots, de sélectionner les thèmes importants à évoquer au moment du partage avec d'autres, amène le narrateur à exprimer un processus qui fait également partie de l'acte de narrer, à savoir entrer en contact avec des nouvelles facettes de la situation vécue. En d'autres termes, le pouvoir d'occuper cette place d'acceptation et d'ouverture à l'écoute de l'autre, de son récit, ne s'arrête pas seulement lorsque le sujet accède à ses expériences, mais il s'étend lorsqu'il le fait dans la perspective du moment présent, le moment de la construction du récit. La possibilité d'entrer en contact avec des nouvelles facettes des situations vécues est également favorable au processus de deuil, par exemple. En événement tragique, jalonne l'histoire de vie. Il y a en avant une histoire qui a suivi le cours souhaité, désiré, en pendant une suspension narrative de perte de repères et en après de reconstruction d'un projet biographique, d'un projet de vie. Et cet après prend des formes multiples car l'histoire que je raconte peut, après avoir vécu un événement difficile et non désirable, ne sera pas exactement la même que celle que je raconterai quand le temps aura passé. Bien sûr qu'en tant qu'événement vécu dans le temps, cette histoire ne change pas. Mais en tant qu'événement que je regarde dans le temps, le récit dû à un conflit, à une catastrophe, et ses conséquences seront toujours mises à jour avec le regard du moment présent. Inévitablement, une autre question se pose quant à l'écoute, à l'accueil de ce récit qui s'actualise au fil du temps. Quel type d'écoute et d'accueil est-il nécessaire? Outre l'écoute ouverte, empathique, centrée sur l'individu que je viens de parler, déjà évoqué aussi, les récits demandent d'exercer une écoute du processus de formation expérientielle qui s'inscrit dans le parcours. C'est-à-dire l'individu qui, au fil du temps, apprend de ce qu'il a vécu, qui construit des stratégies pour faire face aux difficultés, qui développe des connaissances spécifiques qui ont été possibles juste seulement parce qu'il a raconté en première personne l'expérience vécue. Cette écoute nous place en tant que professionnels dans la position d'accompagnateurs qui apprennent à accueillir et à écouter l'expérience vécue, mais aussi les apprentissages qui émergent de ces expériences. Et cela nécessite d'apprendre à co-construire des savoirs et des modes d'action avec les individus dans leur temporalité.
Il faut comprendre les espaces institutionnels comme des espaces où se construit la relation avec l'autre, avec son histoire, ses savoirs et ses manières de faire face à la douleur qui a été imposée au cours d'un parcours de vie qui a été soudainement et violemment modifié. Le récit sont donc un moyen de saisir la manière dont les individus se sont formés à travers la relation qu'ils établissent avec eux-mêmes, avec les autres, avec l'environnement, la ville, le social, les manières d'interpréter, de resignifier, de créer des représentations de la catastrophe, de la guerre, de la violence sont uniques et individuelles et elles vont évoluer dans le temps, invitant toujours à une ouverture pour apprendre de cette singularité et de la résilience qui s'installe. Et si le récit évolue et se transforme au fil du temps, il se transforme en terrain sur lequel l'accompagnement peut se construire. La co-construction peut opérer dans un mouvement d'émancipation des sujets. Enfin, comprendre le pouvoir des récits et en faire un élément d'accompagnement dans les différents espaces de rencontre est aussi un acte politique de préservation de la mémoire contre l'oubli de la vie quotidienne produit progressivement. Et après cette réflexion, nous pouvons nous poser encore une dernière question. Et pourquoi la narration a-t-elle cette fonction d'acte politique? Parce que nous ne racontons jamais tout ce que nous avons vécu. Nous ne rendons pas compte, nous faisons toujours une sélection des événements dans l'acte de partage. Par conséquent, en racontant, j'organise la mémoire et je la maintiens en vie. Et en racontant et en extrayant l'apprentissage expérientiel et collectif des souvenirs traumatiques, je permets à la mémoire de se transformer en projet de vie qui se tisse entre le travail de deuil, le travail de reconstruction du parcours de vie. En actualisant cette mémoire par des actes de parole, des récits, de ce qu'on comprend, je donne à la mémoire le rôle de rendre justice pour que les expériences deviennent des leviers d'apprentissage individuel et collectif. Ensuite, dans les cas des institutions, leur mission, l'espace de narrer, d'écouter, de suivre l'autre dans son travail de construction de sens des expériences vécues, doit être pérenne parce qu'elle est une source privilégiée pour organiser le chaos, trier l'expérience vécue, élaborer cette expérience, la transformer en apprentissage, de nouvelles manières d'accompagner, d'être en relation et de vivre en société. L'expérience d'une catastrophe est certes violente, douloureuse, mais elle peut être aussi une source et un levier de transformation sociale. Et je vous remercie de votre attention.